Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Excellent comme chaque dimanche à 19h. Elle a traversé l'Atlantique et le Pacifique à la rame avant de devenir une voix incontournable de la protection des océans. La navigatrice Maude Fontenoy œuvre depuis des années à sensibiliser le grand public et les décideurs aux enjeux marins. Maude, votre nouveau livre, L'océan, source de vie, protégeons notre mer nourricière, est publié aux éditions de l'Observatoire. Vous lancez un appel vibrant pour sauver notre patrimoine, ce patrimoine vital. On va en parler évidemment. Bienvenue. Maude Fontenoy. Bonjour, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est Excellent, c'est l'émission qui crée le lien. Défenseur d'une agriculture durable et innovante, il porte une vision ambitieuse pour renforcer la souveraineté alimentaire française. Thierry Blandinière est le directeur général du groupe InVivo, premier groupe coopératif agricole français. Thierry, vous êtes aussi un passionné de rugby. Et ça sur Sud Radio, la radio du rugby, on adore évidemment. Vous avez pris depuis peu la tête du CA Brive. Et puis vous êtes très engagé dans le monde de l'Ovalie, tout un programme. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Avec plaisir. Bonjour. Chers auditeurs, bienvenue chez vous. Alors, Maude Fontenoy, commence avec vous autour de ce nouveau livre et de votre cri d'alerte pour nos océans. Je rappelle le livre, L'océan, source de vie, protégeons notre mer nourricière. Vous lancez un appel fort. Alors, je rappelle aux auditrices, aux auditeurs ce que vous nous racontez, que les océans, ils couvrent quand même 70% de la planète, qu'ils abritent 80% de la biodiversité marine, qui produisent plus de la moitié de notre oxygène et qui nourrissent plus de 800 millions de personnes, ce qui est énorme. On a oublié à quel point ils sont essentiels à notre survie, en fait. Non, c'est vrai que en fait, ces océans, faudrait demander à Thomas Pesquet, il te dirait que la planète, c'est d'abord une bille bleue qui flotte dans l'espace. En fait, quand on la regarde de l'autre côté, notre planète, c'est d'abord une planète océan. C'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue. Et la vie, elle est née quand même dans la profondeur des océans. Il y a 3 milliards d'années, les premières particules de vie, c'est dans le fond des océans, au niveau des sources hydrothermales. Ensuite, la vie, elle a évolué. Moi, j'adore cette image en fait du dauphin qu'on aime tant, qui a été à un moment donné un animal terrestre. On retrouve dans ses nageoires des traces de phalanges. Il a marché et ensuite il a rejoint la mer pour tout simplement assurer sa survie. Et c'est ce que nous faisons, nous les hommes, aujourd'hui. On retourne, on rentre en mer pour l'oxygène, vous l'avez rappelé, qu'on respire, 50% de un poumon sur 2 qui respire que grâce à l'océan. C'est près de 22 000 médicaments, donc c'est la trousse à pharmacie de demain, c'est la régulation du climat, ce sont forcément les énergies marines renouvelables et puis la marmite de l'humanité. Et oui, il y a 3 milliards de personnes qui ne mangeraient pas de protéines s'il n'y avait pas les protéines de l'océan. Donc il y a un vrai besoin de se tourner vers la mer. Et pourtant, écoute, la vérité, c'est qu'on investit 100 fois plus dans le spatial. Dans l'espace, ouais. On connaît mieux la surface de la Lune que la profondeur des océans. C'est ça, on n'est jamais allé au fond de la fosse des Mariannes, voilà, 11 km, 11 000 mètres, et on ne connaît pas toute cette biodiversité, toute cette richesse, parce que sous les océans, nous ont fait peur. Ça a été souvent déjà ce qui engloutissait nos marins. Aussi. Voilà, et puis ça a été un peu un puits sans fond dans lequel on jetait, comme le puits de Dérive, inlassablement nos déchets. Puis là, on se rend compte aujourd'hui que, en fait, c'est la machinerie qui permet la vie sur Terre, et que cette machinerie, aujourd'hui, c'est un géant, toujours, et ça, pour l'avoir fréquenté à la rame, à la voile, oui, c'est un géant, parfois bien menaçant, et pourtant, c'est un géant pied d'argile. Et il tire le signal d'alarme, il a beau faire des effets de manche et de temps en temps montrer ses gros bras, non, aujourd'hui, il est fragilisé par les activités humaines. Et ce dont on parle... La surpêche, l'acidification, la pollution plastique, etc. Est-ce qu'ils sont en train de mourir en silence, ces océans ? Les océans souffrent par nos activités. On va parler d'agriculture. L'agriculture, ça a été beaucoup de déversements qui se sont retrouvés dans nos océans. On parle de déchets, les déchets plastiques dans nos océans. On parle de zones qui ont tellement absorbé de CO2 que ça s'est transformé en acide carbonique et les océans s'acidifient. Donc oui, aujourd'hui, ils sont menacés. Et ce qu'il faut bien arriver à faire comprendre à ceux qui nous écoutent, c'est que quand je parle de l'océan avec tant d'énergie, parce qu'en fait, les océans, c'est de nous dont on parle. C'est notre maison. Donc oui, c'est le berceau de la vie. C'est aujourd'hui la clé de voûte qui permet la vie sur Terre. Et c'est notre santé. Parce que quand tu vas dans ton assiette de sushi du poisson, ce poisson-là, il était dans la mer. Et ce poisson-là, s'il est complètement blindé en métaux, en mercure et autres, eh bien c'est ton assiette de sushi qui est menacée. D'ailleurs, vous nous déconseillez faut pas trop en manger, quoi. Une fois de temps en temps pour se faire plaisir, mais... Alors, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on mangerait trop de poissons. Le Français, il mange 35 kilos de poissons par an et par personne, ce qui est beaucoup plus que la moyenne européenne qui est à 20. Et selon les organismes mondiaux de la santé, il faudrait manger 11 kilos seulement. Déjà, c'est plus de la moitié, quoi. Il faut diminuer sa quantité de poissons. Alors, on va dire, oui, mais on peut plus rien manger. Si. On peut manger mieux, surtout. Il faut manger beaucoup plus de végétal, d'accompagnement que de protéines. On a moins besoin de protéines animales. Et puis, il faut aller sur du poisson. Alors, du poisson de plus petit,
faut pas aller vers des poissons de fin de chaîne alimentaire comme l'espadon, le marlin, le thon rouge, parce il y a la bioaccumulation, ils ont accumulé beaucoup de mercure, beaucoup de polluants. Donc pour notre santé, il faut qu'on aille vers la sardine, vers du maquereau, vers du hareng. Ensuite, les plus petits poissons. Les plus petits poissons. Ensuite, il faut manger des poissons en fonction des saisons. À cette saison, on peut manger du colin, de la dorade, de la sardine. Il y a différentes espèces de poissons qu'on peut manger. Il faut aller vers du poisson labellisé. Il y a des pêches durables, pêche responsable, label MSC. Donc on peut choisir un bon poisson français. Et quand on dit tout ça, oui, il faut valoriser la pêche française, parce que la pêche française, elle respecte des quotas, des normes très rigoureuses. Les pêcheurs sont, pour la plupart en France, 80% des pêcheurs de façon artisanale, c'est des bateaux de moins de 12 mètres. Il faut bien comprendre, pour avoir un chiffre en tête, peut-être, parce que des fois, on a tendance un petit peu à tout amalgamer. La France, elle va prendre 1% de tout ce qui est prélevé dans la mer. Rien que l'Asie, c'est 50%. C'est énorme. Donc aujourd'hui, oui, on a une pêche durable et pourtant, responsable. on a des aberrations, vous le dites dans le livre et vous le racontiez hors antenne tout à l'heure. Par exemple, les crevettes qui sont pêchées dans les mers du Nord, elles sont envoyées au Maroc pour être décortiquées avant d'être renvoyées vers chez nous. Il y a énormément d'aberrations, d'incohérences. C'est comme quand on pêche énormément de poissons pour le transformer en farine, pour ensuite élever d'autres types de poissons. Du coup, il y a un moment donné, ça ne fonctionne plus. Il faut aller vers des poissons végétariens, il faut aller vers des farines qui soient des farines à base d'algues, ce qui est aujourd'hui des startups françaises qui ont développé ce process. Enfin, il y a beaucoup de solutions. Et dans ce livre, c'est avant tout de ça dont je veux parler. Je veux parler des solutions qui viennent de l'océan et des clés pour le sauver. Et alors, ce que vous nous racontez, finalement, c'est que c'est pas trop foutu quand même. Oui, il y a quand même de l'espoir. J'ai quand même 5 enfants, donc je vais quand même leur laisser quand même un petit peu d'espoir. Oui. Donc, il y a des gestes simples, concrets, accessibles à tous. Par exemple, changer, effectivement, comme vous le dites, notre manière de consommer. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment faire la différence ? Ah oui, alors moi, je crois beaucoup dans, la responsabilité individuelle, chacun d'entre nous. Ensuite, moi, très modestement, vu que moi, avec mes petits bras, j'ai réussi à traverser les océans à la rame, seule pendant 5 mois sur un tout petit bateau. Mais pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi déjà ? Mais surtout, et ça m'a fait tenir jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est possible. L'homme, avec un grand H, est capable de réaliser des rêves plus grands que lui. Moi, j'adore l'idée qu'on est tous dans nos vies, et ceux qui nous écoutent, pareil, des fois, devant un défi, on se dit, waouh, la montagne, elle paraît grande, quoi. Et puis, ce sommet, écoute, il est toujours dans les nuages, tu te dis, mais jamais. Et puis, alors moi, j'essaie de me dire, ok, c'est comme l'océan, tu restes concentré, focus, alors coup de rame après coup de rame, morceau après morceau, et puis, mine de rien, petit bout par petit bout, on y arrive. Et là, face au défi environnemental, c'est pareil. C'est chaque jour, et chacun sa part. Et j'aime bien, et je rappelle dans le livre, là, cette petite légende amérindienne, là, la part du colibri, avec tous ces animaux de la forêt qui sont éberlués devant ces feux partout, qui ravagent tout, et tous les animaux de la forêt voient d'un seul coup un petit colibri qui arrive et qui prend dans sa gorge une petite goutte d'eau, qui va la verser, une petite goutte d'eau qui va la verser, et les autres lui disent, mais tu crois pas que tu vas éteindre la forêt quand même ? Il dit, peut-être pas, non, mais au moins j'aurais fait ma part. Et donc je pense beaucoup dans le fait que chacun peut faire, et si tous les oiseaux s'y mettent, effectivement, tous les humains peuvent s'y mettre aussi, et chacun peut agir, et on change vraiment la donne. C'est Coluche qui disait, il suffirait que les gens l'achètent plus pour que ça se vende pas. Voilà, c'est réglé. J'adore. Thierry Blandinière, je rappelle que vous dirigez Invivos, c'est le premier groupe coopératif agricole français. Maud, elle nous parle de mères nourricières. Vous défendez vraiment la souveraineté alimentaire, mais à terre. Est-ce que agriculture et océan, ils doivent mener un combat commun, finalement ? Ouais, c'est le sens du vivant, en fait, qu'il faut retenir. C'est de se dire, on a entre nous un bien commun, qui est cette planète bleue, et il faut savoir la préserver. Il y a des ressources, il faut savoir les gérer. Il faut savoir aussi relever le challenge de nourrir 9 milliards d'habitants sur la planète demain, dans de bonnes conditions, à un prix compétitif. Et tout ça, c'est un défi considérable. C'est un défi considérable. Et quand on regarde, c'est immense, c'est la grande montagne qu'il faut gravir. Et si on regarde la montagne, on se dit on ne va pas y arriver. Pour autant, comme l'a dit Maud, on est vraiment dans cette logique de travailler en séquence et de se dire finalement, c'est possible, il y a des solutions, un problème, une solution, et on avance et on démontre que c'est possible pour embarquer le maximum de monde. Donc il faut des éclaireurs. Vous en faites partie, Maud. Il faut des éclaireurs pour porter ces messages et démontrer avec certains que c'est possible, qu'à petite échelle, c'est possible, donc à grande échelle, c'est possible. Donc voilà, c'est vraiment un défi politique qu'il faut relever. Et dans l'agriculture, c'est aussi ça, c'est comment changer les pratiques agricoles, tout en étant très compétitif, en préservant le revenu de l'agriculteur, c'est essentiel. Donc ça veut dire trouver des nouvelles solutions innovantes pour produire plus, mieux et durable. Et ça, c'est très important. Et de réconcilier l'ensemble. Et démontrer que la mer et bien sûr la terre, ce sont des solutions au réchauffement climatique, que l'agriculture, l'alimentation, ça peut être une solution. On prend partie de la solution et pas du problème, si on est en capacité, effectivement, de pouvoir se poser les bonnes questions et utiliser les cerveaux, le jus de cerveau de tout le monde pour trouver des nouvelles idées.
Alors Maud Fontenoy, justement, l'agriculture, ça existe en mer. Vous nous en parlez notamment dans votre livre que je rappelle, hein, L'océan source de vie, protégeons notre mer nourricière. Vous nous parlez de l'aquaculture qui peut être durable, par exemple. Ça, c'est un des modèles qu'on pourrait suivre aujourd'hui pour continuer à nourrir beaucoup de monde, mais en faisant les choses correctement, quoi. Non, mais c'est vrai que oui, aujourd'hui, la problématique, c'est comment nourrir le monde. Alors, c'est vrai que dans nos pays développés, on a quand même accès à une nourriture assez riche, assez variée, et on pourrait limiter quand même modestement, sans trop faire d'efforts, un peu la dose de protéines. Et c'est pour ça que je travaille sur un programme à destination des 55 000 écoles primaires avec Alain Ducasse sur le mieux manger grâce à la mer, parce que aujourd'hui, on peut réorganiser notre assiette et la gastronomie, c'est la haute couture. J'espère qu'elle va influencer une tendance. Il faut qu'on aille plus vers des protéines végétales, plus de végétales. Donc oui, il faut qu'on choisisse mieux notre poisson et on peut plus que prélever du poisson sauvage. À un moment donné, il faut être réaliste. Il va bien falloir qu'on l'élève et qu'on élève donc du poisson dans des bonnes conditions, avec des bonnes règles d'hygiène, avec pas des antibiotiques à tout va, sans dégrader les milieux, tout en les nourrissant d'autres types de farines et pas des farines d'autres poissons, parce que sinon, à un moment donné, ça va pas non plus. Ouais. Donc, ça a repensé, mais aujourd'hui, c'est pensé. C'est-à-dire qu'il y a de l'aquaculture raisonnée, il y a du poisson de qualité, c'est accessible. Oui, parce que quand on pense à l'aquaculture, on se dit aïe, on pense aux fermes, par exemple, en Norvège pour les saumons, c'est assez catastrophique quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, tu en perds ton latin, hein, parce que du poisson d'Atlantique est élevé maintenant au Pacifique, enfin bon bref, les trucs, quand tu vois le taux d'antibiotiques, de machin qui sont trucs, enfin, honnêtement, t'arrêtes de manger de saumon. Alors c'est vrai qu'à la veille des fêtes, on aime bien manger ces poissons-là, mais il faut qu'on apprenne à manger d'autres types de poissons, d'autres types qu'on aille vers des poissons plus laids, des poissons qu'on connaît moins, des poissons plus petits. On révolutionne un petit peu notre assiette, hein. C'est chacun d'entre nous c'est très bon la sardine grillée d'ailleurs. Et absolument, tout à fait. Et même la sardine en boîte, et c'est très accessible. Oui, c'est vrai, c'est très bon en boîte aussi. Alors vous insistez aussi, Maud, sur la nécessité d'une meilleure éducation à l'environnement et d'une prise de conscience dès le plus jeune âge. Et d'ailleurs, vous avez été missionné par le ministère de l'Éducation à ce sujet. Oui, alors moi, c'est vrai que ma fondation, elle travaille depuis 20 ans sur l'éducation. Donc nous, on a des programmes dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, partout, on travaille pour justement sensibiliser un plus grand nombre. Pourquoi ? Parce que moi, dans ma vie, je me suis dit, OK, quelle est la meilleure façon de faire passer le message ? J'ai trouvé que c'était en étant pragmatique, réaliste, sans culpabiliser, sans montrer du doigt, en essayant de rassembler tout le monde et en essayant de porter un discours enthousiasmant, un peu oxygénant, parce que si tu dis qu'on va tous dans le mur, enfin honnêtement, on a tous envie de fermer la fenêtre et de se mettre la tête dans le sable. C'est sûrement le fait d'avoir connu les 40e rugissants, les 50e melans qui me font dire qu'à un moment donné, voilà, faut se poser, il faut être calme. Et deuxièmement, pour moi, la meilleure levier d'action, c'est l'éducation. Bon, je teste ça sur mes enfants, certes, mais je trouve qu'il y a une appétence chez la jeunesse, il y a une envie de faire des choses, il y a des professeurs qui font un travail formidable. J'ai travaillé avec des inspecteurs généraux pour refondre les programmes de l'éducation nationale. On a des programmes qui sont gratuits, accessibles à tous, distribués par le biais de notre site internet, dans les écoles, avec le ministère. Et aujourd'hui, on voit l'impact. Ça fait plus d'1 million d'enfants qu'on a sensibilisés. Et demain, c'est une génération qui est très éveillée. Très éveillée, mais qui s'intéresse. Quand je vais, moi, j'étais encore la semaine dernière dans une école et qu'on me dit, l'oxygène, c'est le plancton. Enfin, voilà, qui sont hyper conscients de ça. Et puis, telle femme a été la première femme. Voilà. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, ils ont envie. Ils ont envie de ça. On privatise l'Olympia la semaine prochaine. On fait venir 2000 enfants qui sont partis découvrir la mer pour la première fois cette année grâce à la Fondation. Voilà, ça va me redonner de l'énergie. Des fois, on me dit, mais comment tu retrouves la patate ? Ça donne l'énergie. Parce que des fois, quand tu vas de ministère en ministère, tu t'en sors. Des fois, tu te dis, OK, bon, allez, ça ira mieux demain. Et puis à l'inverse, quand tu vas dans une école, dans une université et tout, je vois Thierry qui sourit, mais oui, c'est vrai que ça, il sait ce que c'est. Même combat. Même combat. Allez, c'est excellent sur Sud Radio et on le prouve. On est en compagnie de la navigatrice, activiste, écrivaine Maud Fontenoy et du DG de InVivo, qui est à la tête du CA de Brive, le rugby. Pour les non-initiés, c'est Thierry Blandinière. Vous restez là, on revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. Et vous êtes ici chez vous, vous êtes avec la navigatrice Maud Fontenoy et son livre L'océan, source de vie, protégeons notre mer nourricière, qui est sorti aux éditions de l'Observatoire, ainsi que Thierry Blandinière, directeur général du groupe InVivo et président du CA Brive, c'est-à-dire le club de rugby qui est en Corrèze, c'est ça ? Corrèze, oui, voilà. Brive-Corrèze. Alors Thierry Blandinière, on va parler d'InVivo déjà. Comme je l'ai dit au départ, c'est le premier groupe coopératif agricole français. Quelques chiffres, c'est 200 coopératives, c'est des
dizaines de marques, c'est une présence dans 35 pays. Quel bateau, j'ai envie de dire. Voilà, en corrélation avec Maud. Alors, ce groupe, il est en train de prendre beaucoup d'ampleur grâce à vous. Vous avez piloté notamment le rachat du groupe Soufflet. Vous avez lancé des filières durables, investi dans des protéines végétales, justement, et je me disais que ça plairait à Maud. Alors, racontez-nous un peu plus de choses là-dessus. Oui, en fait, nous, notre combat, voilà, chacun a son combat, hein, c'est important. Le combat, c'est positif, c'est une motivation, c'est un engagement, c'est les salariés, c'est les agriculteurs qui se disent que bon, il n'y a pas de fatalité, donc on peut nourrir la planète et on peut travailler différemment. Bien sûr. Et donc, on est parti depuis 10 ans dans une agriculture qu'on appelle régénérative. Donc, en fait, c'est la qualité des sols qui est essentielle, la qualité de la mer, la qualité des sols. Donc, comment les sols peuvent être enrichis demain, retrouver une qualité, une biodiversité. Et du coup, être en capacité, parce qu'ils sont plus riches, de capter du carbone. Donc, quelque part, en captant du carbone, on règle aussi la question du réchauffement climatique et on participe notamment à réduire l'impact carbone. Et là, donc, c'est là où l'agriculture peut être une solution. L'agriculture régénératrice, c'est très simple. Enfin, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais c'est très simple sur le papier. C'est en fait des rotations de culture. Donc, il suffit de faire du blé, ensuite des légumineuses, ensuite laisser la terre reposer. Donc, de trouver des cycles. Voilà. Mais en faisant ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que on engage l'agriculteur sur un peu une aventure. Il risque de perdre de revenus, puisque quand il travaille son blé tous les ans, il a un revenu plus ou moins. Il a l'habitude. L'engager, ça veut dire l'accompagner, ça veut dire piloter les risques avec lui et apporter un filet de sécurité qui fait qu'il s'engage, mais qu'on garantit quelque part un peu son revenu. Et ça, c'est le rôle d'un groupe comme Univo, de participer à accompagner un maximum d'agriculteurs dans cette transition agricole et de pouvoir sécuriser leurs revenus parce que, quelque part, on est en capacité de vendre leur production dans le monde entier. Et pour ça, il faut un groupe à l'échelle. C'est pour ça qu'on a construit le groupe Univo pour être un grand groupe européen, premier européen dans les céréales, qui est en capacité de trouver des clients et des solutions pour accompagner ces grandes transitions. On le fait en France, on le fait en Europe, on le fait ici dans les pays africains. On est présent en Éthiopie, par exemple. Donc, ça, c'est un vrai sujet là-bas. Super. En Éthiopie, en fait, on a ouvert une malterie. La malterie, c'est pour faire de la bière. Vous voyez, donc, c'est pas de la bière sans alcool aussi, hein, ça marche très bien. Du coup, quand on fait une malterie, il faut qu'on plante de l'orge brassicole, travailler avec les agriculteurs en amont, et du coup, leur apporter une agriculture différente, à valeur ajoutée, donc un revenu complémentaire. Donc, quelque part, politiquement, on est bien perçu, puisqu'on fixe les agriculteurs dans leur ferme et on leur apporte quelque part un revenu complémentaire. Donc, politiquement, on est bien reçu par le ministre de l'Agriculture éthiopien qui nous dit c'est super ce que vous faites. Et du coup, ça permet d'avoir une filière de qualité sur les hauts plateaux. Et du coup, quand on commence à faire de l'orge brassicole, on fait du blé. Et du coup, on commence à enrichir indirectement l'agriculture de l'Éthiopie. On fait pareil en Afrique du Sud, on fait pareil en Inde, on fait pareil au Brésil. En fait, c'est du soutien humanitaire quelque part. Hein. Alors, mais sans aide, en fait, par l'économie. Voilà, c'est ça. Là, moi, j'aime pas trop les aides, donc j'essaye d'être vous un peu apprenez aux gens libéral comment quelque pêcher part. le poisson, justement. On leur dit, ça. exactement, on leur dit, vous pouvez gagner votre vie, on va vous aider, voilà les outils, on va vous aider à vous former, et puis vous allez être autonome, vous allez être indépendant, parce que la fierté dans la vie, c'est d'être indépendant, c'est d'être dépendant de quelqu'un. C'est aussi une fierté individuelle, quel que soit le niveau de responsabilité que vous avez. Donc, responsabiliser les gens et les accompagner. Et donc, du coup, on arrive avec une empreinte internationale, elle présente 49 pays, à petit faire bouger les lignes, finalement. Donc, on relocalise, en fait, de la production plutôt que d'avoir de l'importation. Vous voyez ce que je veux dire ? Habituellement, on exportait, mettons, de l'orge brassicole en Éthiopie. Maintenant, on va le planter en Éthiopie, on va produire sur place. Ça, c'est donc très ça bien. rentre dans la logique de relocaliser des productions en apportant aussi des revenus complémentaires. Et du cercle vertueux aussi. Et du cercle vertueux. Et donc pour l'agriculteur français, on trouve d'autres solutions, d'autres produits à vendre, à produire. Alors comment ils s'adaptent justement ces agriculteurs parce que c'est une évolution vers une nouvelle agriculture, comme vous le dites, régénérative, plus durable, etc. Mais ça change leurs habitudes. Comment ils s'adaptent ? Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir des nouvelles technologies, les data. Je pense que dans la voile, et dans le sport, on le sait. Maintenant, les data, ça conditionne les entraînements, ça accélère la performance. Et dans l'agriculture, c'est pareil. Vous avez beaucoup de data aujourd'hui qui sont collectées. Dans le tracteur, par exemple, c'est un véritable robot qui collecte des data agronomiques, des data commerciales. Et grâce à ces data, on arrive à avoir des applications et de renvoyer des services à l'agriculteur qui peut faire de la prédiction. D'accord. Parce que du coup, avant en fonction du climat, etc., il disait mon grand-père faisait ça ou ma grand-mère faisait ça, donc qu'est-ce que je vais faire ? Là, il aura toute une base de données
qui fait que dans telle situation, il aura un algorithme qui lui dira voilà ce qu'il faut faire. Il sait que s'il plante Et donc, du du blé coup, à tel moment, ça ira, etc. il aura les etc. meilleures solutions. Et en D'accord. termes d'intrants, il sait qu'il aura utilisé juste une quantité raisonnable d'intrants et du coup, ça lui garantit son revenu. Et c'est vous qui avez inventé Voilà. l'application en question aussi. Ouais, on a fait ça. On a Comment elle développé s'appelle une Digital Factory. Ouais, ok. À la marque, c'est Aladdin.farm. Oui. C'est magique, Aladdin. On C'est la lampe adore. magique. Aladdin.farm. Et en fait, c'est une application où nos adhérents, en tout cas en France, et on est en train de développer aussi au niveau international, maintenant ont une bonne pratique de tout ça. Donc, ils achètent leurs intrants, ils pilotent leur production. Et du coup, ils vous vendent leur suivent relais. facilement. Et du coup, ils nous quoi. suivent. Ouais. Et du coup, on apporte des solutions, c'est qu'on les rassure. Ils se rassurent aussi. La Ouais. technologie les rassure. Vous voyez, Parce que c'est un métier qui est quand même Voilà. extrêmement difficile, c'est d'autant un métier plus, en difficile, ce et moment, on ouais. dépend du C'est climat. ça. Ouais, aujourd'hui, c'est difficile, le climat. Et donc, Bah, comment ouais. piloter en permanence la volatilité des prix aussi, et bien sûr des enjeux climatiques. Bien sûr. Donc, il faut les accompagner. Mais en même temps, c'est des bosseurs, ils connaissent, Ah oui, ils connaissent ça, leur on métier. imagine qu'ils sont Donc, bien ils ancrés sont- dans ils sont motivés. dans leur caractère Ils sont aussi. très connectés. Hein. Ouais. C'est une population, l'agriculture, qui est très connectée. D'accord. Parce qu'ils sont un peu loin de tout. Donc, quelque part, Internet, pour eux, c'est la solution de se reconnecter avec le monde aussi au D'accord. quotidien. Très connectés, beaucoup d'appétit sur les nouveaux outils, les nouvelles technologies. Et ça, c'est super. Je parle beaucoup des céréaliers. Alors, bien sûr, il y a d'autres agriculteurs, mais ceux-là sont très connectés. Et ils sont connectés avec le monde, puisque les céréales, c'est un prix mondial. Le prix mondial, c'est pas la grande distribution française qui le fait. Hein. C'est la cotation à Chicago qui fait que le blé est à aujourd'hui 200 € la tonne, 300 € la tonne. Il faut produire pour gagner sa vie au prix du marché. D'accord. C'est ça. Donc tout ça, il faut le connecter. Et on est en train de démontrer que c'est possible. Et Ça, c'est ça bouge le grand beaucoup. changement, Ça finalement. bouge beaucoup. Vous voyez. Par exemple, on pousse aussi nos partenaires fournisseurs à investir pour nous. Donc l'idée de relocaliser la production d'engrais. Vous savez, on importe beaucoup d'engrais aujourd'hui en France pour l'agriculture. S'il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas d'agriculture. C'est comme s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture. Donc on est très dépendant des importations d'engrais. Donc depuis maintenant 3 ans, on travaille à relocaliser cette production d'engrais, mais quitte à la relocaliser, autant que ce soit des engrais verts à base d'énergie renouvelable. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et d'algues. Et d'algues. Ouais, enfin, les algues, c'est un peu en complémentaire de l'engrais. Mais là, c'est vraiment de l'énergie, des engrais à base d'énergie hydraulique, notamment, l'hydrolyse. Et ça, c'est très bien. Donc on a un grand projet, une grande usine en construction dans le nord de la France. D'accord. Qui a été éligible à Choose France l'an dernier. Bravo. Voilà, pour 1,3 milliard. Bravo. Et donc, du coup, ça va nous permettre demain Et en d'avoir... plus, vous réindustrialisez, Voilà, on est content. on coche toutes les cases, c'est on ça. essaye. Hein. Emmanuel Macron est bien au courant de tout ça, et le gouvernement aussi, parce qu'en fait, on coche toutes les cases. Bravo. Souveraineté alimentaire, relocalisation de l'engrais, et en même temps vertueux et différenciation par rapport aux autres pays, pour demain avoir des engrais verts qui pourraient demain coter sur Euronext avec un premium pour changer le modèle des commodities. Ça, c'est notre grande ambition. On peut imaginer qu'en 2032, il faut du temps aussi, hein, c'est toujours pareil, 2032, on doit pouvoir délivrer nos premiers résultats. Voilà. Donc nous, on est en capacité, parce qu'on achète beaucoup d'engrais, de mettre 500 000 tonnes d'engrais dans cette usine, de garantir donc un approvisionnement et ensuite un débouché, parce que ce sont les agriculteurs du bassin du nord de la France qui vont pouvoir s'en servir. Maud Fontenoy, quand on écoute Thierry Blandinière, on se dit que finalement la transition écologique, elle est dans les mains des grands décideurs comme InVivo, mais que en fait c'est directement la responsabilité individuelle dont vous nous parlez qui est impactée aussi. Ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui vont changer leurs habitudes et changer notre manière de manger. Ah mais complètement, je pense qu'elle est dans la responsabilité de chacun, hein, ceux qui sont ingénieurs et qui créent les machines, ceux qui sont dans le champ, et moi j'ai mes frères qui sont agriculteurs, voilà, donc ils connaissent bien ces sujets-là, et c'est passionnant justement de voir comment ce métier est en train de s'adapter, parce que malheureusement c'est un métier qui est difficile, et ils voient bien que c'est en changement, mais là c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être accompagnés, parce qu'en fait le changement est long et peut être coûteux, et que du coup c'est pas si facile. Maintenant ils le font pour eux, déjà pour leur propre santé, ils le font pour leurs enfants qui sont sur les exploitations, et ils le font parce qu'ils le font par conviction aussi. Et c'est vrai qu'au final, financièrement, il faut quand même qu'ils s'y retrouvent, parce que sinon ils mettent la clé sous la porte, et Dieu sait qu'on a vu beaucoup d'agriculteurs malheureusement mal finir. Donc on les soutient, et c'est vrai que je pense que la mer vient souvent au secours de la terre et aussi au secours de l'agriculture, notamment sur ce qui concerne la question des intrants, avec les algues qui sont aujourd'hui une des solutions qu'on a, que vous développez, que je pousse beaucoup, parce que je pense que c'est une des solutions plus vertes. Les fertilisants, voilà, c'est ça. Les biostimulants pour la plante, protection de la plante. Oui. Ouais, on utilise ça. On a beaucoup de start-up, nous, qu'on finance indirectement ou indirectement, pour pousser ces nouvelles idées. D'accord. Ça fait partie des solutions, beaucoup de solutions qu'on essaye de développer.
Il y en a qui sont efficientes, d'autres moins, mais enfin, on fait du test and learn, hein, on apprend, on change, voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Hein. Donc, Finalement, en fait, ce que vous nous expliquez, Thierry Blandiner, c'est qu'on peut tout à fait concilier performance économique et durabilité, quoi. Oui, c'est essentiel. C'est très important, oui, ça. c'est essentiel. Les grandes transitions agricoles, énergétiques, voilà, c'est l'avenir de l'homme, de la planète. Hein. C'est notre génération, enfin, c'est la génération qui va arriver derrière moi, qui va sûrement, derrière moi aussi, je vous rappelle, je vous rassure. Mais nous, on est là pour l'initier et pour commencer à semer nos petites graines. Comme c'est ça, l'agriculture, il faut être patient. Donc, on aura semé et puis peut-être que la prochaine génération va capitaliser là-dessus. Finalement, le récolter. grand changement, vous capitalisez sur quoi, 15-20 ans, quoi? C'est ça, Thierry Blandiner, non? Non, je pense que sur un cycle de 10 ans, beaucoup de choses peuvent changer si voilà, compte tenu des produits qu'on connaît, des technologies, de l'engagement de beaucoup. En 10 ans, on peut changer beaucoup de choses. Hein. Alors, ce qui est très agréable quand on vous écoute tous les deux, finalement, c'est que c'est moins alarmiste que ce qu'on entend d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui existent, quoi. On n'est pas foutus, en fait. Alors, moi, je suis convaincu, c'est une question de nature. Hein. Quand on a fait du sport, quel que soit le niveau sportif, il y a cette idée de dire, voilà, il y a toujours une solution. En rugby, c'est pareil, un peu d'engagement quand même. Mais c'est pas le même combat que sur l'océan. Hein. L'océan à la rame, je le ferai pas, moi. Voilà, moi, je ne ferai pas non plus. Mais bon, le rugby, en fait, il faut être un peu courageux quelque part, parce qu'il faut quand même s'engager, c'est physique. Et puis surtout, c'est l'esprit d'équipe aussi qui est important. Donc, c'est de dire, on est plus fort ensemble. Et dans l'agriculture, c'est ça. C'est pourquoi les agriculteurs sont, par exemple, Antoine Dupont, bien connu, la star du rugby actuel, est un fils agriculteur lui-même. Donc on retrouve cet engagement, cette motivation, cette ténacité à ne pas lâcher. Never ever give up, hein. On y va comme ça. Et donc on plus c'est dur, plus on y va, quoi. Et en fait, c'est ça. C'est un peu ça. C'est la volonté de dire je vais y arriver. Je vais échanger et trouver des solutions. C'est comme quand vous entraînez en rugby en poussant avec vos épaules et tout, quoi. Si vous poussez le mur, en fait. Ouais. Mais ça finit à force de pousser, même si ça se voit pas au début, ça finit par craquer. Ce qu'il faut, c'est pas lâcher. C'est le dernier qui lâche qui recule, hein, vous savez bien. Donc ça, on l'apprend. On gagne pas tous les matchs, hein, je vous l'accorde. Hein. Mais quelque part, on apprend la défaite. Il y a un vrai lien entre le rugby et votre poste de directeur général. On va y revenir. C'est excellent sur Sud Radio, vous le savez. On est en compagnie de la navigatrice Maude Fontenoy et du directeur général de InVivo, qui est aussi le président du CA de Brive-Corrèze, Thierry Blandiner. Vous restez là, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, c'est l'émission qui crée le lien. Nous sommes avec Maude Fontenoy, la navigatrice qui a écrit un livre très très sympa que je vous recommande, hein, L'océan source de vie, protégeons notre mer nourricière. C'est sorti aux éditions de l'Observatoire. Puis on est aussi avec Thierry Blandiner, qui est directeur général du groupe InVivo et président du CA Brive, le club de rugby de la Corrèze. Alors justement, dans vos domaines respectifs l'un et l'autre, finalement, on en parlait à l'instant, hein, vous incarnez une forme de résistance constructive, de transition par l'action, en fait, Maude Fontenoy, hein, c'est ça. C'est-à-dire que... de toute façon, moi je pense que l'action rassure. C'est-à-dire que vous parliez est-ce qu'on n'est pas trop alarmiste, est-ce que le monde ne va pas mal et que du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire? Non, je pense qu'aujourd'hui, on se rassure dans l'action. Il y a ceux qui tentent de faire quelque chose, qui s'agitent et qui brassent de l'air. Oui, parfois, qui ont du mal, c'est sûr. Mais bon, t'avances toujours un peu. Voilà. Et puis le goût de l'effort, vous le disiez, hein, ça c'est ce qu'on retrouve chez les sportifs, c'est vrai, il y a cette idée de plaisir aussi dans la difficulté. Moi j'aime bien l'idée que le bonheur n'est pas forcément confortable, j'aime bien l'idée qu'on trouve du plaisir dans le dépassement de soi, qu'on se révèle face aux obstacles, donc il y a vraiment une stimulation à essayer de chercher des moyens de faire, et puis peu importe le temps que ça met, parfois quand on traverse à la rame, à la voile, tout ce que j'ai pu faire sur les océans, et parfois il faut tirer des bords, parfois c'est un peu plus long, parfois le bateau à rame se retourne, mais bon l'idée c'est de continuer. Justement, parlez-nous un peu de ça quand même, parce que vous avez donc traversé l'Atlantique à la rame notamment. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? C'est vrai que j'ai voulu, à travers mes aventures, l'Atlantique Nord à la rame, le Pacifique à la rame, et ensuite le tour du monde à la voile à contre-courant, toujours en solitaire et sans assistance. À contre-courant, oui, voilà, pourquoi pas, quand tout le monde le fait dans le bon sens. Non, j'aimais l'idée justement de se pousser, de relever un défi ambitieux, et puis surtout, c'était de dompter la peur un peu aussi, non? Aussi, alors déjà, c'était des premières féminines. Je voulais montrer que l'homme et la femme étaient vraiment égaux et que c'était pas une question de gros bras, c'était pas une question de volonté, de détermination, d'envie, de certains sacrifices. Donc voilà, déjà ça, voilà, on est égaux, donc pourquoi pas une femme. Ensuite, après, c'est vrai que moi je suis une amoureuse de la vie, donc j'avais envie un petit peu quelque part de tout risquer pour elle. J'aimais bien cette idée d'aller me confronter. Et puis j'aime l'océan, presque
l'océan, c'est une prison sans toit, sans barreaux, sans gardien. C'est là où voilà, il y a plus de grands discours, il y a pas de faux semblants. C'est une relation qui est directe. L'océan est un chef de rang exigeant qui vous repousse dans votre tranchement, mais du coup face auquel vous devez être vrai, vous devez être immédiat. J'aime presque cette brutalité vraie de la mer, et j'aime bien l'idée que l'horizon disparaît à chaque fois sur les traves du bateau, et puis ce plancton phosphorescent qu'on laisse à l'arrière. C'est la liberté la plus absolue. La liberté absolue. Voilà, et je trouve qu'on se sent fort en mer, et ces océans, on est vraiment connectés. C'est peut-être un des derniers espaces de liberté. Hein. Parce que vous pensez qu'on est plus libre aujourd'hui ? Ah non, alors là c'est sûr qu'on est de moins en moins libre chacun. Alors heureusement, certains le restent un peu dans leur tête, fort heureusement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit plus libre et plus courageux, et je trouve qu'on perd cette connexion avec la nature, et moi je retrouve en mer à la fois le dépassement de soi, à la fois les grands espaces, à la fois une rigueur. J'aime cette rigueur, ce souci de l'excellence. Et puis aussi un peu d'insouciance, quoi. Alors l'insouciance, oui, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut lâcher prise. Là, il y a rien il faut à un moment donné, il faut que tu lâches la rampe pour partir, et que quand tu pars seul comme ça sans assistance, t'es tout seul, et que t'as pas de main tendue. Alors oui, c'est un travail d'équipe, parce que on n'est pas complètement seul, on est surtout isolé. Donc on a quand même des gens derrière soi, et ça permet de faire vraiment un travail. Et j'ai envie de dire heureusement commun, d'ailleurs, et heureusement qui vous soutiennent et qui potentiellement vous conseillent. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand le bateau à rame se retourne 17 fois dans la même nuit, que tu es enfermé dans ton petit habitacle, le cercueil d'environ 1 mètre cube, que tu es dans un mi-jumer, mi-vomi, que tu es genre, tambour de la machine à laver, tu vas en mode essorage, tu te dis, oui, pourquoi suis-je venu là? Donc c'est sûr qu'à ce moment-là... Mais il y a une révélation à ce moment-là, non? Parce qu'en fait, tout d'un coup, on se dit, je suis là, mais pour telle raison. C'est-à-dire que quand le bazar est passé, et que là, on se remet à respirer, on a compris pourquoi on est là, non? Alors, on comprend pourquoi on part, on sait pourquoi on le fait, et en même temps, on se dit, mais non, mais je suis complètement dingue. Et quand c'est passé, on se dit, j'ai vécu tout ça, je vais pas abandonner maintenant. Enfin, je veux dire, à un moment donné, j'ai quand même dit à tout le monde qu'il fallait jamais baisser les bras, qu'il fallait aller au bout de ses rêves, que le goût de l'effort, tout ça. Faut donner l'exemple, quoi. Faut donner l'exemple, et donc tu continues, et tu repars, et puis finalement, il y a un plaisir dans le dépassement de soi, c'est indéniable. Indéniable. Alors vous, Thierry Blandinard, on l'a dit, vous êtes président du club athlétique Brive-Corrèze Limousin, le CA de Brive qui évolue, donc c'est du rugby qui évolue actuellement en Pro D2. C'est le 2e échelon du rugby français. Il a été relayé après sa relégation du top 14 à la fin de la saison 2023-22-23. Alors justement, reprendre sa présidence à un moment aussi stratégique, c'est pas pour rien, c'est un vrai pari pour vous. C'est aussi le dépassement de soi, et puis la volonté de redresser, c'est ça? Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir, à prendre les commandes comme ça? Alors, j'étais déjà dirigeant, mais j'étais pas du tout acteur. Oui, engagé de la même manière. Et pas la même manière. Donc, c'est un club que je soutiens, parce que c'est un club de cœur, dans lequel j'ai joué il y a très longtemps, etc. aussi. C'est votre région. Hein. Ouais, c'est ma région. Donc, ta famille là-bas. Donc, c'est un club qui a été champion d'Europe en 97, qui fait partie du patrimoine du rugby français. Qui pour moi avait un potentiel incroyable, on va y revenir, mais qui avait besoin de se régénérer. Donc il était temps peut-être aussi de changer de tête de gondole, en fait, de président. Donc on m'a un peu poussé devant, parce que je suis briviste parisien international. On me dit ça serait quand même bien que tu y ailles. Donc j'y suis allé, parce qu'on a raté la marche l'an dernier, on n'est pas remonté. Bon, du coup, il y avait il fallait régénérer tout ça et repartir de l'avant avec une nouvelle dirigeante, aussi, donc une nouvelle équipe, nouveaux joueurs. Vous avez tout changé? On n'a pas tout changé, parce que mon entraîneur il restait là, mais on a travaillé avec lui sur une nouvelle équipe plus compétitive. D'accord. Et avec peut-être plus unis aussi. Voilà, au départ, pendant l'été, il a fallu travailler, parce que les gens venaient d'Angleterre, des Fidji. Le rugby, c'est aussi ça. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, donc il faut gérer plusieurs cultures. Donc ça met un peu de temps, mais maintenant, depuis le mois de mars, on a juste perdu qu'un match, donc la machine est en train de se mettre en marche. On sent que ça est en train de monter, le public suit. On était au dernier match contre Grenoble, 15 000 à Brive, c'est un record historique du club. 15 000 personnes dans une ville de 50 000 habitants. Donc on sent qu'il y a un véritable engouement derrière ce club. Je ne suis pas surpris, parce que je viens de là, donc je savais que ça allait se passer comme ça. C'est quoi, c'est de l'instinct? Je connais tellement cette région, et l'amour du rugby, et le fait que tout le monde a joué au rugby dans cette région, et que Brive sans le rugby n'est pas Brive. Donc tout ça, c'est le lieu où tout le monde se rencontre, les familles se croisent, les Brivistes voyagent beaucoup, on se retrouve toujours au stade à Brive. C'est toujours plusieurs générations qui se croisent, c'est toute une histoire.
Et puis c'est plus que Pac-Brive, c'est la Corrèze, c'est aussi jusqu'à Périgueux, le Limousin, donc c'est une grande région en fait. D'accord. Et donc Brive est assez seule. Ouais. Donc du coup on est capable de fédérer beaucoup de monde. Bravo. Et je savais qu'on avait ce potentiel-là. Et donc du coup on avait investi sur une nouvelle tribune, donc on a fait le pari de l'investissement d'une belle tribune avec des loges, etc. Bon, tout ce qu'il faut aujourd'hui pour que ça marche, vous savez, sur un club professionnel. Et là aujourd'hui on est prêt, on est qualifié. Alors voilà. On a réalisé le premier objectif, nous qualifier directement pour les demi-finales. Mhm. On joue la demi-finale la semaine prochaine à domicile, puis après la finale, et si on est champion, suivre on ça, monte. hein. Donc on a 2 matchs. Alors voilà, j'aurais aimé venir après, si vous voulez, mais j'ai 2 matchs, 2 étapes importantes à franchir. Donc une grande motivation, voilà, avec l'humilité, bien sûr, voilà, au sport, il faut rester humble. On est d'accord Et donc, on va que la avancer. remontée en top 14, c'est quand même, c'est pas qu'une affaire de budget ou de joueurs, c'est une question de mental et Ouais. de culture du club. C'est une question de culture, d'alignement aussi des personnes, des dirigeants, des entraîneurs, de l'environnement des bénévoles, du public. Et il faut qu'il y ait une osmose, en fait. C'est ce qu'on est en train de vivre à Brive, c'est assez formidable depuis 15 jours. Les places sont prévendues, tout ça. On sent qu'il y a un véritable engouement. Voilà, il ne reste plus qu'à conclure. Mais il faut conclure, en sport, il faut conclure. C'est comme quand on finit vous le savez tour bien, du monde. il faut finir le tour du monde. On ne peut pas s'arrêter avant. Donc C'est il faut ça. qu'on arrive à conclure. Et si jamais, par bonheur, on arrive à être champion de France de Pro D2, bah, ça sera historique pour le club. On sera en top 14. Donc on n'est pas loin de ça. Ouais. Mais Bah, ça c'est va pas venir. fait. Il y a des concurrents On qui croise vont les nous doigts, empêcher. les doigts de pied, les jambes, tout. Hein. Sud Radio est avec nous. Voilà, ça c'est clair. La radio du rugby, elle vous suit, elle vous soutient. Alors on parle souvent, tous les deux, c'est une question globale pour vous deux, mais on parle souvent d'engagement. Vous êtes tous les deux très engagés dans vos parcours respectifs. Mais on parle pas forcément de la prise de risque qui va avec. Parce que ça soit affronter l'océan ou restructurer un groupe ou restructurer une équipe comme vous êtes en train de le faire, il y a un moment où il faut oser. Est-ce que par exemple, Maud, pour vous, la peur est un moteur, en fait ? Non, on cherche pas du tout la peur, on cherche La transformer, le défi. La peur, pour moi, en mer, en tous les cas, dans chacun de mes défis, c'était vraiment un soutien parce que la peur, c'est ce qui vous permet d'être plus raisonné, d'être plus responsable, d'être plus organisé, d'être plus structuré. La peur, elle est toujours là. Faut pas s'imaginer la différence. Tout le monde a peur. Il y a juste ceux qui sont paralysés par la peur et ceux qui s'en servent et qui en font un moteur. Et puis qui vont peut-être transcender ça avec c'est peut-être ça le courage, c'est d'avoir peur mais de partir quand même. Et du coup, oui, naturellement qu'on a peur chaque seconde parce que quand on est un peu raisonné, on a ces 2 neurones qui nous restent un peu connectés. On se dit oui, c'est quand même un peu dangereux. Il y a quand même des bêtes dans l'océan aussi. Alors il y a quand même aussi des grandes frayeurs, voilà. Et donc oui. Vous avez vu quelques baleines, on imagine. Alors des baleines, des dauphins, des poissons volants, tout ça, des requins aussi pas mal, mais surtout des cargos, des porte-containers. C'est ça les grosses bêtes qui font peur. Voilà, que tu as surtout peur de te faire couper en 2 dans la nuit par un cargo. T'as peur de pas être bien attaché, que le bateau se retourne et que tu retournes à la mer et que d'un seul coup, tu coules là tout simplement. T'as peur que le bateau soit disloqué. Non, c'est sûr que quand tu rentres, t'apprends à donner un peu du relief aux choses simples de la vie. Tu reprends une douche chaude quand tu t'es lavé à l'eau de mer pendant 5 mois. Quand tu recroques dans une pomme, quand tu as mangé de la nourriture en poudre, pareil, pendant des mois. J'ai bu mon urine, moi, parce que mon désalinisateur était tombé en panne. Donc, j'étais bien contente quand j'ai revu couler l'eau douce. Je me suis dit, waouh, c'est génial quand même. Ouais. Donc oui, on est quand même content de rentrer. C'est des choses qui vous poussent dans vos retranchements. Et on se sent comment après Alors, on se sent bien dans ses baskets parce que quand on... Et vraiment, je souhaite à tous ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que d'aller au bout de soi, de réaliser ce qu'on a au fond de soi, de laisser personne vous dire que c'est impossible. Et voilà, et le sport, d'ailleurs, pour tous les amoureux du sport, c'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui nous fait vibrer. Moi, de vous entendre nous parler du rugby, ça me fait vibrer, ça me donne envie, c'est des bonnes valeurs. J'essaye, moi, dans mon combat pour l'océan, à chaque fois de parler de cet amour de l'océan, de ce que l'océan nous apporte, de la beauté de ces espèces, pour essayer peut-être d'allumer une certaine fibre chacun d'entre vous, pour qu'ensuite on s'intéresse et puis qu'après on ait envie nous-mêmes de porter le combat. Oui, c'est ça. La transmission, c'est ça le plus important. La transmission, l'éducation par la transmission. Hein. Exactement. Non, mais ça passera et ça passe par l'exemple. Hein. Vous voulez que vos enfants lisez. Vous voulez que vos enfants fassent du sport, faites du sport. Et voilà, vous voulez que vos enfants aiment l'océan. Et bien, commencez par le protéger vous-même. C'est ce que, voilà, petit jour par petit jour, j'essaye de faire. Allez, Thierry Blandinin, vous allez répondre juste après la pause à la même question. On est avec Maud Fontenoy aussi. Vous restez avec nous. Hein. À tout de suite, chers auditeurs. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bienvenue dans cet Excellent sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, c'est presque la fin de cette émission, mais pas encore. On est avec la navigatrice Maud Fontenoy et son livre L'océan, source de vie. Protégeons
Notre mère nourricière, c'est sorti chez l'Observatoire. Et puis Thierry Blandinière, qui est directeur général du groupe InVivo et président du club athlétique Brive-Corrèze Limousin. Alors je rappelle ma question pour ceux qui viennent d'arriver. Justement, on parlait, Thierry Blandinière, du fait que quand on restructure un groupe ou comme qu'on sort en mer à la rame, comme l'a fait Maud Fontenoy, ça me fait toujours rire quand je le dis, pardonnez-moi, parce que je trouve ça tellement incroyable. Il y a un moment où il faut oser. Est-ce que pour vous, cette peur dont on parlait à l'instant est aussi un moteur? Est-ce que c'est ça qui vous pousse parfois à l'avant? L'audace, en fait. Il faut être audacieux, il faut avoir envie, être audacieux. Il faut avoir peut-être une vision, un rêve, porter un message. Et on sait que c'est très loin, et c'est très loin. Le chemin est intéressant. Ce qui est important pour moi, c'est le chemin. Je ne sais pas si on va être champion, mais déjà l'aventure collective de tracer un chemin ensemble, d'avancer ensemble dans la bonne direction, c'est déjà une victoire. Voilà. Et ça, c'est important. Et donc, du coup, on a déjà gagné, en fait. Ouais. Donc, comme on a déjà gagné parce qu'on est sur le bon chemin, on ne doit pas avoir peur. Bien sûr. On sait qu'il y aura des obstacles, on sait qu'on va rebondir dessus, mais on est sur le chemin. Donc, il faut embarquer les équipes sur un chemin. Et ça fait une sacrée histoire, après. Une fois qu'on est arrivé, même si on est champion, bon, ok, on va être content. Mais on se rappellera du parcours. Vous avez les yeux qui brillent quand vous nous racontez ça. Hein. Et si vous n'êtes pas champion, vous avez le chemin et vous racontez. C'est ça, c'est un engagement qui finalement est presque enivrant parfois. Ouais. Oui, mais c'est important. Voilà, alors c'est pas messianique tout ça, mais je crois que c'est important aussi d'avoir quelque chose qui nous porte, qui est inaccessible quelque part et qui embarque tout le monde, parce qu'on a besoin de ça pour vivre aujourd'hui. On a besoin de ça. Donc tout le monde a besoin de ça. Dans une entreprise, sur un terrain de sport, dans un club de rugby, il faut qu'on ait un discours positif en disant on va avancer. Il y a un monde meilleur devant. On va y aller ensemble. Ça, le faire ensemble, le faire tout seul, c'est très bien, mais le faire ensemble, c'est encore mieux. Vous voyez ? Vous, Maud Fontenoy, vous êtes à la fois une navigatrice, vous êtes une militante, vous êtes une maman aussi, vous avez 5 enfants. Et vous êtes souvent là où on ne vous attend pas, en fait. Surtout en tant que femme, je peux le dire. Est-ce que vous avez eu à vous battre contre les clichés ou est-ce que vous en fichez ? Oh non, il faut toujours se battre contre les clichés. Déjà, c'est un principe, parce que dans la vie, on le dit depuis le début de l'émission, vous avez rien sans combat, vous avez rien sans travail, vous avez rien sans abnégation, et parfois vous réussissez pas toujours. Et oui, ça peut vous faire peur. Et oui, parfois, on vous le dit, ça va être dur. Oui, mais ça doit pas vous démotiver. La difficulté aussi, c'est passionnant de chercher la difficulté, parce que si c'était gagné d'avance, est-ce qu'on irait finalement? Ça n'a pas. Et comme vous le disiez, le chemin. Moi, je dis toujours dans mes interventions à l'école cette fameuse phrase là où il y a une volonté. Il y a toujours un chemin. C'est la volonté, justement, qui fait tout. Et c'est vrai, on vous met une médaille autour du cou le jour où vous arrivez. Finalement, c'est pas tellement ça. Vous êtes arrivé, quoi. C'est pas tellement l'acquisition, c'est la concrétisation qui fait la différence. Ouais. Donc, le combat est long à mener. Aujourd'hui, moi, je le poursuis modestement chaque jour qui passe. J'essaie de me dire chaque soir, quand je me couche, je sais pas où je serai demain, mais au moins ce soir, j'ai donné le meilleur de moi-même, voilà. Donc ça a marché, ça n'a pas marché, peu importe. Mais je peux me regarder droit en face, je me dis voilà, moi, avec ce qui m'a été donné aujourd'hui, voilà, je me suis dépassée et je peux être fière. Et je pense que c'est ce qu'on doit pousser notre jeunesse à faire, être fière de ce qu'elle fait au quotidien. De croire en soi, quoi. De croire en soi. Alors c'est vrai que moi, il y avait les remarques machistes. Alors c'est un vrai mec celle-là, elle en a. Bien sûr que voilà, c'est pas toujours. Moi, j'en ai joué et j'en ai. Elle en a, c'est sympa. J'en ai souri, tu vois. Je disais, oui, moi je me maquille en mer dans les 40e rugissants. J'avais un bateau qui portait la marque d'une grande marque de cosmétiques. Enfin voilà, je tendais le bateau pour me faire battre. Mais c'était une façon de dire, voilà, ayez le courage aussi d'assumer qui vous êtes. Ne vous transformez pas, soyez vous-même. Et c'est là, quand on est soi-même la bonne personne au bon endroit, c'est ce qu'on dit, mais c'est là où on est le meilleur. C'est là où on est au bon poste. J'imagine que c'est le cas aussi au rugby. C'est ça, l'excellence, c'est s'incarner complètement, en fait, Thierry Blandinière aussi. Ouais, je pense que c'est important d'incarner ce que l'on fait et puis aussi de travailler collectivement. Il ne s'agit pas d'être tout seul. Moi, oui, c'est ce que disait Maud, c'est qu'elle est, comme quand elle est seule en mer, elle est pas seule. Avec une équipe, j'imagine, à terre. Avec chacun à la même place. Voilà, même place, qui l'aide aussi à réussir. Donc tout ça, c'est peut-être des personnes de l'ombre qu'on ne connaît pas, mais qui sont essentielles au succès. Dans le sport, dans l'entreprise, il y a des gens qu'on ne voit pas dans la lumière, mais qui sont essentiels et qu'il faut savoir valoriser et reconnaître. Et ça, c'est très important. On ne réussit pas tout seul, en fait.
Jamais. Jamais. Jamais, et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aussi. C'est ce que je dis souvent, moi, aux jeunes, dans mes interventions dans les écoles. Il ne faut pas hésiter à tendre la main et à demander de l'aide. Il y a des gens qui savent mieux que toi, il y a des gens qui sauront te conseiller. Il ne faut pas hésiter à écouter aussi les conseils. C'est qu'on ne sait pas toujours, on et parfois on n'a pas toujours. Ouais. Oui, voilà. Mais ça, c'est des valeurs que j'essaie, en tous les cas, de transmettre. On a besoin des autres pour y arriver, et parfois on a un éclairage différent et ça nous fait du bien. Finalement, au-delà de la stratégie des responsabilités, l'un et l'autre, il y a une forme d'engagement intime, en fait, dans ce que vous portez aussi. Oui, forcément, parce qu'on essaye tous modestement de donner un peu un sens à nos existences. Alors, laisser une trace, ça serait un bien grand mot. En tous les cas, moi, j'ai été un peu de ça quand même, non connectée à l'océan depuis que je suis toute petite. Je suis partie en mer, j'avais à peine une semaine. J'ai passé, vous le Cette disiez, famille chez vous, hein. Oui, plus de temps de ma vie sur les océans. Quand on est seul comme ça sur un bateau à rame, on est un peu connecté avec là-haut. Alors, je ne sais pas si on se sent d'une mission de retour sur Terre, de défendre ce géant, de défendre celui qui vous a porté. Moi, je sens ce devoir, en tous les cas en moi, ce devoir d'incarner ça. Je l'ai fait dès 16 ans, j'ai créé ma première association. Je le fais aujourd'hui un peu plus dans la lumière. Je l'ai fait dans l'ombre. Enfin, je veux dire, jusqu'à mon dernier souffle, mon combat sera celui-là. Parce que c'est ma conviction intime. C'est là où je pense être le plus efficace. Et que je pense que c'est quelque chose qui me dépasse. Donc, il faut être sur quelque chose d'un peu plus grand que soi. Parce que sinon, la vie serait quand même un petit peu triste. Oui, c'est certain. Et alors vous, Thierry, c'est pareil. Hein, c'est un engagement intime. Et puis, c'est aussi un rôle de leadership qui va vraiment au-delà de la performance. C'est ça qu'on entend dans vos mots. Hein. Oui, la performance c'est important, mais parce qu'il faut capitaliser. Mais l'échec aussi est important. Il faut savoir comprendre, analyser son échec, rebondir derrière. Voilà, la pédagogie de l'échec, ça existe aussi. Hein, c'est important parce qu'on réussit pas tout. Par contre, on est plus fort quand on arrive à trouver des solutions par rapport à des échecs. C'est une expérience qu'il faut savoir vivre. Et c'est comme ça qu'on apprend, finalement. Et c'est comme ça qu'on apprend, quel que soit son métier, quel que soit le sport. On sait qu'on va pas tout réussir, ça va pas être facile. Mais on sait qu'on va échouer, mais que derrière ça, on a la conviction et le courage et la volonté surtout d'apprendre de ces échecs pour continuer le chemin. Et c'est ça qui est important. Moi, voilà, j'ai été formé comme ça, tout petit, par mes parents, par l'école de rugby. J'essaye de transmettre ça à mes enfants, petits-enfants maintenant. Et donc, de leur dire, voilà, c'est un chemin, c'est un combat. Voilà, il faut prendre du plaisir aussi, parce qu'il ne s'agit pas simplement de vivre ça toujours sous pression. Il faut aussi prendre du plaisir sur le chemin et puis savoir célébrer les bons moments aussi. Célébrer, c'est important. Bien sûr. Voilà, ça donne de l'énergie pour repartir en disant on a réussi, maintenant on repart sur une autre direction. Faut marquer le coup, quoi. En fait, il y a beaucoup de séquences comme ça qu'il faut. C'est la vie, en fait, c'est le chemin de vie. Donc, il y a beaucoup de séquences. Il faut savoir apprécier, il faut savoir souffrir, il faut savoir célébrer, il faut savoir se mobiliser, il faut savoir rebondir sur l'échec. Et du coup, quand on regarde le chemin parcouru, de temps en temps, on peut se retourner. Hein. On se dit finalement, j'ai fait tout ça. On ne se rend pas compte parce qu'on est dans l'action. Comme vous l'avez dit, bon, on est dans l'action, donc on est en action, on avance, on avance, on avance. Et moi, quand vous vous posez, alors peut-être au milieu de l'océan, c'est plus facile parfois de se poser et de regarder derrière que quand on vit en entreprise tout le temps. Mais de temps en temps, moi, je prends du recul, je me dis quand même, on a fait tout ça. Et après, il faut aussi revaloriser le chemin parcouru pour regarder tout ce qu'on a fait. Ouais, donc, ce qui nous reste à faire, finalement, finalement, on l'a déjà fait. Avec tout ce qu'on a fait. Ouais. Tout ce qu'on a fait, on va le faire. On vient de là, on l'a réalisé. C'est quoi la plus grande satisfaction que vous retirez de vos métiers respectifs, Maud Fontenoy ? Oh, la satisfaction, elle est comme, encore une fois, c'est de bien faire. Moi, elle est tous les jours quand je vais dans une école, quand je vois les enfants qui me posent des questions passionnantes et je comprends qu'ils ont bien travaillé les programmes de la Fondation, qu'ils ont envie, ceux que je revois 10 ans plus tard, parce que maintenant ça fait un petit moment, et qui me disent moi finalement je me suis lancée dans l'océanographie, tout ça. Donc tu te dis t'as peut-être fait une vocation, tu vois qui est née. Voilà, c'est quand tu donnes envie aux autres d'y croire, quand tu donnes envie aux autres de suivre le combat. Moi, à chaque coin du monde où j'ai la chance d'aller avec Canal pour mes films bleus, je vois des hommes et des femmes qui consacrent leur vie à ça et qui sont tellement heureux de leur engagement et ils consacrent leur vie à une espèce, à un endroit et toute leur vie n'est remplie que de ça et ils sont heureux, quoi. Et ils sont très heureux de faire cette mobilisation. Ça. Donc, il faut vraiment qu'on se dise que oui, c'est ce travail et c'est ce combat qui nous remplit. Il faut chacun qu'on puisse modestement remplir un peu sa vie de tout ça. Bien sûr. Et se dire voilà que ça sera peut-être pas grand-chose, mais ça sera un petit bout déjà. Et vous, Thierry Blandinière, alors c'est quoi votre plus grande satisfaction ? C'est de voir effectivement que les gens progressent autour de moi. Et parfois de retrouver quelqu'un que 10 ans après et de le voir réussir, moi je suis très heureux.
Et souvent, ils me disent, finalement, tu te rappelles, on avait parlé il y a 10 ans, j'ai réfléchi, j'ai fait ça, j'ai réussi, j'ai bravo. C'est pareil, c'est donc, vous tous plus je vois des gens réussir autour de moi, c'est des vocations. La dernière fois, une émission de radio, il y a un jeune qui monte sa start-up, il me dit, mais vous vous rappelez de moi, j'étais juste étudiant, stagiaire chez Envivo, du coup, j'ai monté ma start-up pour faire des biostimulants à Nice, d'ailleurs, avec Minrae. C'était une émission sur une autre radio. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Il me dit, mais à l'époque, on avait discuté, vous vous rappelez, et du coup, j'ai créé ma boîte. Et du coup, je suis en train de le faire avec 2 copains. Et ça Nice, fait plaisir. Et j'ai créé un brevet et j'ai trouvé des solutions pour lutter avec des éléments naturels contre une maladie du melon, par exemple. Donc, et on a fait ça avec des agriculteurs de la région de Nice. Et ça marche. Donc voilà, moi je suis très content d'entendre des témoignages comme ça. Allez, un petit mot pour nos auditeurs. Si vous avez un message à passer l'un et l'autre, vous avez la parole, vous la gardez, Thierry. Moi, je dis simplement que dans le monde d'aujourd'hui, il faut croire en soi, il faut croire à la France, il faut croire à nos projets. On a des talents incroyables et il faut positiver et sortir du French bashing et de la sinistrose. On a des solutions. Moi, je voyage beaucoup dans le monde et je vois que les Français ont une super image. Et donc, quelque part, on est capable. Voilà, on est capable de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Maud. Ah ben non, mais qu'on a le plus beau des océans, parce que nous, la France, on est la 2e puissance maritime mondiale. Alors on l'oublie. C'est vrai qu'on l'oublie, ça. Mais c'est nous, juste derrière les États-Unis. On peut pas dire que le leadership sur la protection des océans soit préempté actuellement. Donc du coup, je pense que c'est à la France d'incarner justement ce besoin de prendre le leadership sur cette préservation, d'assurer que la mer ne soit pas qu'on reproduise pas en mer les erreurs qu'on a pu commettre sur Terre. Non, c'est pas une planète de rechange. Et qu'aujourd'hui, il y a tout à apprendre, tout à explorer. Il y a beaucoup à protéger aussi, mais il y a beaucoup à s'inspirer. Moi, à chaque fois je prends une espèce, quand tu prends l'éponge qui aujourd'hui permet de travailler sur la lutte contre le cancer, quand tu prends le ver arénicole, qui est ce petit ver de sable qui a une hémoglobine 40 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine et qui va être transmissible à l'ensemble des groupes sanguins. Enfin, c'est une révolution qui vient de la mer. Quand tu penses au cœur de la baleine, qui fait le pacemaker de demain sans pile. Enfin, chaque fois que tu regardes la nature et que tu regardes l'océan, tu as une solution pour la survie des hommes. Donc regardons l'océan avec une autre paire de lunettes ou avec une paire de jumelles, je sais pas. Venez avec moi traverser ces océans à la rame. Vous verrez l'océan autrement. Allons traverser l'océan à la rame ensemble. Maud Fontenoy, Thierry Blandinière, merci à tous les deux. Maud, je rappelle votre livre L'océan source de vie, protégeons notre mer nourricière, c'est sorti à l'Observatoire. Vous Thierry, on vous souhaite bien bonne chance. C'est bientôt le match là. Merci. On croise les doigts. Voilà. Allez Brive. Je rappelle que c'est le club athlétique Brive-Corrèze Limousin qui est bientôt en demi-finale. Et puis merci à Julien qui réalise pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse. On se retrouve le week-end prochain. Bye bye.